Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu, le 5 décembre 2014, capsule politique pour l'émission Radio Natif Natal. Et aussi bonjour à nos auditeurs, enfin à notre audience plutôt devrais-je dire, à Cap-Haïtien. Donc oui, bonjour à tous. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire maintenant sur le danger de guerre imminente avec d'un côté la Russie et de l'autre côté les États-Unis. Donc peut-être pour commencer, simplement préciser que si vous pensiez que on avait affaire à une guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est de ça dont il est question là, dans les médias européens et nord-américains, bien oubliez cette sotte idée. En fait, ce qui est en train de se préparer, c'est une guerre entre la Russie d'un côté, sûrement appuyée par la Chine et les autres nations environnantes, versus d'un côté les États-Unis avec la Grande-Bretagne et le Canada, entre autres, et évidemment les forces aussi du système financier international à Wall Street, à Londres, en Angleterre, etc. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler évidemment des analyses de M. Lyndon LaRouche aux États-Unis, qui est en fait l'expert sur la situation géopolitique actuelle, aussi expert en économie depuis en fait plusieurs décennies. On va parler du danger de guerre en provenance des États-Unis, des récents développements là-dessus, les récents développements autour de l'Ukraine, parce que l'Ukraine vient de se doter d'un nouveau gouvernement après des élections qui ont lieu récemment, les déclarations aussi de la Russie, du président Poutine plus particulièrement, aussi de différents experts sur la situation concernant les relations entre la Russie et l'OTAN. Et on va terminer évidemment en reparlant de la mobilisation des nations du BRICS, donc je veux dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. On va se concentrer sur deux choses, c'est-à-dire la Chine en fait, quelle est l'intention de la Chine actuelle. Et aussi, on va discuter, donner un petit résumé d'une présentation qui a été faite par Helga Zepp-Larouche, donc notre dirigeante de l'Institut Schiller, la dirigeante aussi du mouvement Larouche en Allemagne plutôt. Et, euh, et en fait, on va résumer un peu une présentation qu'elle a faite, une présentation diplomatique à Washington, D.C., avec plus de 100 représentants citoyens de la capitale, décideurs politiques et diplomates de plusieurs pays. Parce qu'évidemment, le problème actuel avec la population et avec les décideurs politiques, c'est qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune conception à long terme de l'histoire actuelle. Parce que toute action prise dans le présent a une certaine corrélation avec le passé. Et M. Larouche, déjà en 1999, parlait de cette mouvance de l'OTAN, de l'Angleterre, des États-Unis, vers une destruction potentielle de la Russie. En fait, en encerclant la Russie avec des conflits régionaux, que ce soit en Afghanistan, en Iran, même en Inde et aussi dans la région des Balkans. Donc déjà à ce moment-là, le M. Larouche voyait très clairement l'intention de plusieurs dirigeants politiques, notamment Tony Blair à l'époque, l'ancien premier ministre anglais, de faire tomber la Russie complètement. On se rappelle qu'en 1991, l'Union soviétique était tombée et il y a eu un énorme pillage économique fait contre la Russie. En fait, on a complètement privatisé et déréglementé l'économie russe, ce qui a amené un pillage horrible de la nation russe. Et en fait, quand on parle de... Plusieurs personnes parlent de la corruption russe, de la mafia russe, etc. Mais en fait, cette mafia russe a eu sa leçon de l'Angleterre et des États-Unis et du système évidemment financier lié à ça, à Wall Street et à Londres. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer d'être le plus concis possible, mais il y a beaucoup de choses. Je vais commencer justement avec l'analyse de M. Larouche et du mouvement Larouche.
parce qu'en fait, c'est le seul mouvement maintenant, outre, disons, certaines factions militaires aux États-Unis et en Russie, qui en fait saisissent la dynamique à long terme dans laquelle on se trouve. Donc, en fait, actuellement, c'est les États-Unis et l'OTAN. Donc, l'OTAN, ce groupe de nations, surtout venant de l'Europe et des Amériques, qui ont fait ce groupe, donc l'Organisation transatlantique des nations, donc l'OTAN, qui est un groupe qui supposément veut défendre, veut être un mouvement de simple autodéfense. Si jamais il y a une nation qui est attaquée, ben, toutes les autres nations membres de l'OTAN réagissent. Mais en fait, maintenant, c'est un groupe qui directement fait des menaces à la Russie et à d'autres nations et continue d'étendre en fait ses actions militaires et continue de recruter toujours autour de la Russie. Donc, les États-Unis et l'OTAN, menés par l'impérialisme britannique, sont en train de faire de plus en plus d'étapes en fait, afin de provoquer une guerre thermonucléaire contre la Russie. Certaines de ces personnes-là impliquées dans le processus, qu'elles reconnaissent ou non ce fait, on voit une véritable menace qui augmente étape par étape avec de nouvelles actions militaires pour en fait venir à se préparer à une guerre complète. Et la Russie, dans tout ça, qui évidemment veut se défendre contre une politique de changement de régime qui la vise elle-même, pas simplement la Russie, pas simplement, pardon, l'Ukraine, ou pas simplement le Proche-Orient. On connaît un peu la chanson là, depuis le 11 septembre 2001. La politique de changement de régime est sur toutes les lèvres en Europe et aux États-Unis. Donc la politique de changement de régime qui est maintenant sur la frontière russe, en fait la Russie n'a aucunement l'intention de capituler. Mais n'a aussi aucunement l'intention de partir en guerre, mais doit s'y préparer. Donc les réponses de la Russie au déploiement de l'OTAN sont des réponses qu'on appelle asymétriques et très sérieuses. Donc on répond par la menace, on répond à une menace militaire par la préparation militaire. Et les Russes ne sont pas une petite nation comme l'Irak ou l'Afghanistan. C'est une puissance militaire qui a un très long background militaire. Donc les Britanniques continuent leur politique aussi de menacer la Chine avec tout récemment, depuis déjà, on parle d'environ 3 mois, les manifestations qui ont lieu à Hong Kong visant une tentative supposée d'implémenter la démocratie en Chine, mais ce qui est en fait un autre type de révolution colorée, donc une révolution financée de l'extérieur, par l'Angleterre surtout, et par différentes ONG, dans le but de déstabiliser la Chine. Alors que la Chine maintenant est un des meneurs, en fait, est la nation qui mène les nations du BRICS et qui est en train de proposer une alternative économique au reste du monde. Donc évidemment, la mobilisation de Hong Kong fait partie de cette tentative de déstabiliser la Chine, ça n'a rien à voir avec la démocratie ou ces choses, en fait, ces termes démocratie, libéralisme ou whatever, des termes qui veulent absolument rien dire aujourd'hui, qui sont utilisés en fait pour promouvoir des changements de régime à travers le monde. Donc heureusement, toujours selon l'analyse de M. Larouche, la dynamique des BRICS, donc de ces 5 nations, émerge en fait dans le but de donner une alternative au danger de guerre. Et sans cette nouvelle dynamique, on ne peut pas arrêter cette descente vers la guerre. Mais les principes de cette nouvelle alliance, qui est une croissance économique rapide, la création d'emplois productifs, et aussi le bénéfice mutuel économique entre nations, ainsi que le progrès dans la science et dans l'exploration spatiale, ne peut pas être arrêté, sauf par évidemment une guerre totale. Donc quand on regarde justement ce que les Chinois disent là-dessus, par exemple, on peut prendre l'exemple du président Xi Jinping qui a dit cette semaine, au début de la semaine, et je cite, « Nous devons être complètement alertes
devant la nature grave des tensions internationales actuelles. Mais nous devons aussi nous réorganiser et reconnaître que la paix et le développement, qui sont en fait des idées sous-jacentes à la période actuelle, ne seront pas changées. On va les garder. Nous devons aussi être conscients de la nature, en fait, de la nature contestataire de ce nouvel ordre international. D'un autre côté, nous devons aussi reconnaître la direction des réformes du système international ne seront pas inchangées. Nous devons reconnaître complètement l'incertitude dans les régions environnantes de la Chine, mais nous devons aussi réaliser que la tendance générale vers la prospérité et la stabilité dans la région de l'Asie-Pacifique ne seront pas changées. Donc un discours assez direct en disant on ne change pas notre trajectoire, qui est une trajectoire vers le développement, contrairement à une direction de mort économique en Europe, en Amérique du Nord, où les êtres humains sont seconds derrière l'argent et derrière le système bancaire, qui depuis des décennies est évidemment s'est divorcé de la réalité de protéger le bien-être général, le bien commun. Et en fait, quand on regarde cette citation-là, on se rend compte que les nations du BRICS, en fait, sont les véritables alliés des États-Unis. Pas l'Angleterre, pas l'Arabie Saoudite, et en fait, même pas le Canada, même si on est un de leurs importants voisins. En fait, c'est ce que les Chinois sont en train de faire revivre, qui doit toucher les Américains pour leur faire en fait ressaisir leur véritable nature basée sur la Constitution américaine, basée sur l'idée de développer, de protéger la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, et de défendre le concept que tous les citoyens, tous les êtres humains en fait sont égaux et que le système impérial est un système qui doit mourir. Justement, donc ramener les États-Unis vers leur intention originelle, qui était de créer une république et de donner naissance à d'autres républiques versus un système impérial britannique. Donc il faut se débarrasser de dirigeants comme Barack Obama, comme on a voulu le faire avec George Bush Jr. et évidemment son vice-président Dick Cheney. Donc Obama doit partir, lui qui veut en fait poursuivre ce qu'on appelle les révolutions colorées, c'est-à-dire les changements de régime, que ce soit à Hong Kong, en Ukraine ou au Proche-Orient. Et aussi arrêter en fait une guerre complète contre les nations du BRICS. On pourrait aussi parler de l'assistante au secrétaire d'État américain Victoria Nuland, dont on va parler plus loin concernant l'Ukraine. Donc nous devons activer en fait aux États-Unis, dans les nations saines d'esprit, un nouveau leadership avec une intention unifiée afin que les États-Unis joignent la dynamique des BRICS. Parce que sans États-Unis, dans ce danger potentiel de guerre, évidemment, il n'y a plus de guerre. L'Allemagne, l'Italie, le Canada ne partiront pas en guerre seuls contre la Russie, ce serait suicidaire. Et évidemment, le muscle militaire américain, si extrait de l'équation, va évidemment donner une chance en fait au monde de survivre et d'aller vers la dynamique des BRICS pour que tout le monde en fait puisse bénéficier de cette dynamique-là. Donc M. Larouche avait aussi à dire récemment, et je cite, « Nous devons reconnaître que les États-Unis sont en fait une très grande partie, basée là, quand on regarde justement son histoire, sont une grande partie de ce nouvel ordre mondial qui doit naître. Mais ce qui se passe maintenant avec le rôle de l'Empire britannique, c'est qu'on est en train de créer en fait un système, un système pseudo-mondial. Donc un système pseudo-mondial, c'est-à-dire où on crée en fait une dynamique de confrontation entre les nations. Et M. Larouche continue.
Il dit, si nous, aux États-Unis, si on se débarrasse de Barack Obama et de la tendance, en fait, l'influence de la famille Bush, donc de se débarrasser de cette espèce de gouvernement pourri, donc ensuite, nous pouvons commencer à faire certains accords avec les nations du BRICS, qui sont en fait maintenant la dynamique dominante sur la planète, en Asie et aussi plus récemment en Amérique latine. Donc, M. Larouche continue, en disant donc, ce que nous voulons faire, c'est nous voulons nettoyer le bordel dans notre propre maison, les États-Unis. Mais nous devons aussi trouver comment nous allons nous rallier à ces nations du BRICS. Par exemple, nous allier à travers un accord, des accords avec la Chine et la Russie, et inclure les États-Unis, qui sont en fait un élément important dans cette nouvelle combinaison d'États-nations. Et voilà notre mission afin d'éviter une guerre thermonucléaire, parce qu'on sait que si la Russie et les États-Unis s'affrontent, c'est pas une guerre, ce sera pas une guerre sur des jeux vidéo, c'est une guerre véritablement nucléaire, comme les indications nous le montrent depuis en fait plusieurs années déjà, bien avant l'effondrement du système économique en 2008 et bien avant toutes les tergiversations autour de l'Ukraine. Donc, pour poursuivre l'analyse, en parlant de ce danger d'extinction thermonucléaire, on regarde en fait que des gens comme Victoria Nuland, et pour ceux qui ne se rappellent pas de cette personne-là, en fait, on va en discuter un peu plus longuement dans les prochaines minutes. Mais je pense qu'on devrait commencer d'abord en regardant les nouveaux développements aux États-Unis. Parce qu'on sait que depuis le début novembre, les États-Unis ont un nouveau type, en fait, ont une nouvelle dominance dans le Congrès et dans le Sénat. C'est-à-dire que le Congrès et le Sénat sont à plus forte représentation républicains. Les républicains qui sont, en fait, le Parti républicain qui est un parti, je cherche le mot, mais en fait on pourrait dire un peu malade mental, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, en termes de conception économique, où l'idée c'est encore de sauver les banques. En fait, c'est très similaire à ce que représente Barack Obama. Donc on sauve les banques, on détruit l'économie, on coupe dans tout ce qui bouge, et on va en guerre. On se lance en guerre contre la Russie. Et ça c'est très clair. Et en fait, ce qu'on a vu récemment aux États-Unis, c'est le vote d'une résolution. Heureusement, une résolution qui n'est pas une action, en fait, qui ne sera pas loi, mais qui est une résolution, en fait, une espèce de déclaration solennelle du Congrès. Mais le problème dans cette résolution solennelle, c'est en fait le discours tenu, qui est un discours, en fait, si les gens avaient des doutes concernant la position des États-Unis envers la Russie, bien là, c'est très très clair. Donc, on a eu, en fait, hier, le vote de la résolution HR 758, qui est une résolution au Congrès condamnant la Russie et Vladimir Poutine. Donc, en fait, on a une résolution incluant 7 pages de déclarations anti-russes. Et certaines de ces déclarations sont carrément des mensonges éhontés. Notamment, par exemple, une attaque contre la Russie par rapport, on se rappelle qu'il y a de ça quelques mois, un avion malaisien avait été détruit autour de l'espace aérien russe et ukrainien. Et le monde transatlantique avait rapidement blâmé la Russie alors qu'il n'y avait aucune preuve que les Russes avaient fait quoi que ce soit là-dessus. Donc on a attaqué la Russie là-dessus, on a attaqué la Russie sur la position avec l'Ukraine, sur la position contre le mariage gay, etc. Donc une résolution très va-t-en-guerre. Cette résolution-là a été votée par une grande majorité, environ plus de 90%
du Congrès a voté pour cette résolution-là, une résolution introduite par un républicain de l'État de l'Illinois, un certain Adam Kinzinger. Donc Adam Kinzinger, un républicain, en fait un nouveau républicain depuis les dernières élections. Et en fait, le problème là-dedans, quand on veut connaître l'intention du Congrès, on se rend compte que cette résolution-là, qui est très nouvelle, et en fait qui a fait son chemin dans le Congrès durant environ 2 semaines avant d'être passée au vote. Et c'est quand même très rapide. Et quand on regarde au contraire, une autre résolution, celle du représentant Walter Jones, toujours un républicain, qui lui avait introduit une résolution, la résolution HR 428, qui a maintenant 20 co-sponsors. Une résolution qui appelait à ce qu'on publie en fait les 28 pages du rapport de l'enquête du Congrès par rapport au 11 septembre, donc les 28 pages qui touchent au rôle de l'Arabie Saoudite dans la création du 11 septembre. Et on se rappelle en fait que l'Arabie Saoudite, loin d'être une démocratie, un endroit où en fait les pires mouvements terroristes ont pris leur idéologie, donc une idéologie très reculée de l'islam, en fait une version très très violente où on décapite les gens. Et évidemment, bon, vous connaissez un peu toutes les histoires autour le droit des femmes là-bas, etc. Mais en fait, cette résolution-là circule depuis 1 an déjà. Donc 52 semaines. Et toujours, elle est bloquée par le président du Congrès, le représentant républicain Boehner, qui lui, en fait, bloque cette résolution-là, mais a fait passer la résolution anti-russe, très rapidement, en 2 semaines. Donc, il faut se poser les questions. Et, en fait, on pourrait passer à travers différentes déclarations de ces fameuses 7 pages là, de déclarations. Mais en fait, c'est vraiment une déclaration de guerre où on attaque la position agressive de la Russie contre l'Ukraine, qui tente de renverser l'autorité nationale du gouvernement ukrainien, ce qui est tout à fait faux. En fait, quand on regarde les faits, c'est le monde transatlantique qui a permis en fait un premier coup d'État à la fin de 2013 en Russie pour en fait forcer des élections dans lesquelles les principaux joueurs ont été choisis d'avance. Donc on va toucher à ça aussi bientôt. Et juste pour terminer avec cette résolution, la résolution 758, on a quand même eu de la part du Parti démocrate un certain Denis Kucinich, qui est un représentant démocrate, dans lequel il a écrit un document intitulé « Non à la guerre, chaude ou froide avec la Russie », dans lequel il dit que le Congrès américain a débattu, en fait, et va débattre une résolution qui est carrément une déclaration de guerre froide contre la Russie, qui récite un paquet de complaintes vieilles et nouvelles contre la Russie, qui en fait pourrait démarrer un conflit militaire. En fait, on a affaire justement, on revient à une guerre froide, on revient à une isolation de la Russie, alors que la Russie fait partie au contraire d'un mouvement anti-isolation, le mouvement des nations du BRICS. Donc, encore là, je répète, c'est une résolution qui est en fait une expression de l'opinion du Congrès, mais ça vous donne une idée, en fait, du type de Congrès avec lequel on est coincé pour au moins les 2 prochaines années, et avec un président comme Obama, en fait, c'est une recette pour une catastrophe et justement un conflit avec la Russie autour. En fait, l'excuse principale est toujours la situation en Ukraine. Et donc, touchons à l'Ukraine, justement. L'Ukraine vient de se munir d'un nouveau gouvernement. Et ce qui est pathétique dans tout ça, et ce qui démontre en fait le rôle de la zone transatlantique, donc l'Europe et les États-Unis, dans la création de ce nouveau gouvernement, et le fait que 3 étrangers, en fait 3 des nouveaux membres du ministère ukrainien, des différents ministères ukrainiens, sont des gens qui ne sont pas ukrainiens.
Ce sont des gens, en fait, qu'on a été chercher à l'extérieur. On parle d'un Américain, on parle aussi d'un Lituanien et d'un Géorgien. Qui, en fait, est, pour vous dire un peu ce que ça représente, en Ukraine, il est illégal d'avoir une double citoyenneté. Donc, d'après ce que le Financial Times a rapporté sur ce fait assez bizarre, c'est que les trois étrangers, en fait, ont dû être, on a dû leur donner la citoyenneté ukrainienne quelques heures avant d'être approuvés dans les différents ministères du gouvernement. Donc, qui sont ces trois personnes-là? Ben, premièrement, on a une Américaine, Nathalie Jaresko, qui maintenant va faire partie du ministère de la Finance, en fait, qui est le ministre de la Finance. Madame Jaresko fait partie d'un fonds spéculatif, le fonds le fonds Horizon Capital, et qui a été aussi le chef de la section économique de l'ambassade américaine à Kiev, donc en Ukraine. Et en fait, évidemment, cette personne-là a déjà donné son intention d'aller vers la politique européenne de sauvetage bancaire et de réforme basée sur les politiques du Fonds monétaire international et des autres créditeurs. Donc évidemment, il n'y a aucun doute, cette personne-là va amener l'Ukraine dans une logique de destruction budgétaire et de sauvetage de la finance pour laisser tomber la population ukrainienne qui est vraiment dans un sale pétrin depuis là, toute l'instabilité qu'on y voit depuis 2013. Et donc ça c'est le ministre de la Finance. Donc le ministre de l'Économie est un Lituanien, donc vient de la Lituanie qui est une nation qui maintenant a accueilli beaucoup de forces militaires de l'OTAN, toujours dans le but d'encercler la Russie. Donc un dénommé Aivaras Abromavicius, qui est aussi un ancien gérant d'un fonds spéculatif, les fameux hedge funds, un fonds en fait de 3,6 milliards nommé East Capital, qui est un fonds basé en Suède, en fait qui provient de Suède mais qui est maintenant basé en Ukraine. Et Abromavicius, en fait, a déjà parlé aux différents dirigeants ukrainiens ce mardi en disant « Je suis pour l'Europe, travaillons ensemble à la manière de l'Europe. » Et quand on parle de la manière à l'Europe, ou en anglais European Style, évidemment, on pense aux nations les plus détruites, comme la Grèce, le Chypre, l'Italie, etc. La troisième personne, un Géorgien nommé Alexander Kvitashvili, qui lui va permettre de réformer en fait le système de santé ukrainien, comme ce qui était fait en Géorgie. Monsieur Kvitashvili a été éduqué aux États-Unis et en fait le nouveau premier ministre de l'Ukraine a donné justement un devoir à Kvitashvili. Il a dit l'Ukraine dépense 8% de son PIB dans la santé, mais seulement la moitié de cet argent, en fait, la moitié de cet argent-là est gaspillé. Donc, M. Kvitashvili doit implémenter des réformes radicales. Donc, encore là, un discours où on s'attaque au système de santé. Les gens en Europe sont très au courant de ce que ça implique. Les gens aussi au Canada, où on peut voir beaucoup de manifestations justement pour défendre le système social du Canada. Donc, Kvitashvili qui s'enligne en fait pour détruire encore là l'économie ukrainienne. Donc, vous avez trois étrangers, des gens qui proviennent du monde de la finance. Le premier étant le ministre de la Finance, le deuxième le ministre de l'Économie, et Kvitashvili qui va être en charge de détruire en fait la politique de santé de l'Ukraine. Évidemment, comme on pouvait s'attendre, Madame Jaresko n'a pas perdu de temps. Il a tout de suite appelé pour des coupures dans le budget de 2015 en Ukraine et donné justement certaines coupures de taxes dans certains
dans certains domaines, évidemment le domaine bancaire et le domaine industriel, mais dans un sens où on veut forcer la privatisation et on veut forcer en fait l'Ukraine à devenir un peu une espèce de marché cheap labor, comme on l'a vu trop souvent en Asie et dans des nations comme le Mexique concernant, euh, l'Amérique du Nord. Donc d'un autre côté aussi, pour poursuivre là, cette question de Victoria Nuland, parce que, j'entendais changer en anglais, parce que Victoria Nuland, si on se rappelle, c'est la dame qui était en charge de créer le nouveau gouvernement ukrainien qui a remplacé l'ancien président de l'Ukraine, donc l'ancien président Yanukovych, et qui, en fait, aujourd'hui se retrouve encore derrière la création de ce nouveau gouvernement ukrainien avec ses 3 nouveaux membres, en fait des étrangers du monde de la finance qui sont dans des positions de force très grandes. Et dans ce contexte-là, on a les élections en Moldavie, donc une petite nation voisinant la Russie, dans lequel en fait on tente encore là de faire un autre revirement de situation où le parti communiste, par exemple, a ramassé plus de 39% des votes. Aussi, le parti socialiste a ramassé 21%. Mais en fait, on tente de donner le pouvoir à une coalition de 3 partis, totalisant 45% des voix, de leur donner en fait la victoire. Et de permettre en fait justement à la Moldavie de poursuivre la logique de changement de régime où en fait on prend les partis qui devraient être nommés à la tête du gouvernement et on les met carrément de côté et on fait passer des partis qui vont aller vers l'intégration avec l'Europe. Donc, et encore là, oublier cette espèce de notion vide de démocratie européenne. Si l'Europe est démocratique maintenant, eh bien, la démocratie est équivalente à une dictature financière. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Et justement, les élections en Moldavie, un des sujets principaux était l'intégration avec l'Union européenne. La Moldavie qui est en fait voisin de l'Ukraine et de la Roumanie au sud-ouest. Donc cette bataille-là a été en fait confirmée par le leader du Parti démocratique libéral, Vlad Filat, qui, tout de suite après les élections, s'est mis à dire je cite, il est nécessaire d'arranger une élection post-électorale, en fait plutôt un arrangement post-électoral, et d'agir très rapidement, et justement de poursuivre, restant conscient que même après les élections, la pression contre la Moldavie est poursuivie. Une pression pour joindre l'Europe. Donc, c'est cette pression-là est en fait une pression économique, une pression médiatique, et qui cherche en fait à dérailler notre direction, la direction de la Moldavie vers l'Europe. Donc la Moldavie qui est justement un scénario qui est une situation prise en considération très sérieusement par la Russie et par Victoria Nuland. Donc maintenant, regardons ce qui se passe avec l'OTAN et la Russie. Donc il y a eu évidemment beaucoup de déclarations. On ne pourra pas passer à travers toutes ces déclarations-là. Mais je voulais mettre l'accent sur quelque chose qui a été dit, en fait, une mini-analyse du mouvement Larouche sur justement cette escalade de l'OTAN et de la Russie vers la guerre. Et je pense que je donnerais un conseil aux gens de prendre en considération le fait que de notre côté de l'hémisphère, du côté nord-américain, les médias, évidemment, font la promotion du conflit avec la Russie. Et on entend simplement parler des préparatifs militaires de la Russie, alors qu'en fait, l'OTAN fait exactement la même chose, même que l'OTAN, les
les motivations de l'OTAN d'encercler la Russie et de la détruire datent déjà des années 90. Donc on n'a pas affaire à un nouveau problème, mais vu la situation économique financière mondiale, vu la situation de l'Empire britannique, la course vers le conflit est démarrée. Donc, et aujourd'hui est son paroxysme. Donc le monde s'approche d'une guerre, en fait d'une crise stratégique, et selon plusieurs experts, est une crise en fait des plus aiguës, qui en fait est beaucoup plus aiguë que ce qu'on pouvait connaître à la situation de la guerre froide. Donc récemment, on a eu une rencontre de l'OTAN durant lesquelles les ministres des Affaires étrangères des différentes nations de l'OTAN se sont rencontrés à Bruxelles cette semaine. Et on y a eu une déclaration commune, et je cite, on dit que la situation, que cette situation-là, avec notre personnel militaire sur les frontières, avec l'accroissement aussi des exercices militaires improvisés, donc des exercices qui sont annoncés la journée même, par exemple, et avec aussi un accroissement des activités militaires dans les différents espaces aériens des nations de l'OTAN, ou en fait près des frontières des nations de l'OTAN. Tout ça augmente le danger pour en fait des accidents, des actions incomprises ou mécomprises, et qu'à cause de ces accidents, de ces actions mécomprises, la situation pourrait en fait devenir hors de notre contrôle très rapidement. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dit que, alors que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont d'accord, approuvent les plans de l'OTAN pour créer une nouvelle force militaire qui serait composée maintenant on parle de 3000 à 4000 troupes, qui incluraient des Allemands, des Hollandais, des Norvégiens. Donc d'avoir une force qui se déplacerait vers les Baltiques et vers la Pologne. Donc cet accord-là est en fait très menaçant pour la Russie. Donc on poursuit. Donc le ministère des Affaires étrangères allemand, Frank-Walter Steinmeier, lui se plaignait en fait de la perte de communication, des canaux de communication avec la Russie, après que l'OTAN ait suspendu la coopération avec la Russie. Il a déclaré, je pense que nous sommes obligés de prendre soin, en fait de prendre en considération que le conflit dans lequel on se trouve ne doit pas sortir de notre contrôle et mener à une escalade militaire. Nous avons besoin de plusieurs canaux de communication pour vérifier que nos rapports sont vrais ou faux. Donc l'OTAN et les ambassadeurs russes se sont rencontrés en fait 2 fois depuis le début des hostilités en Ukraine. Aussi, le premier ministre slovaque Robert Fico, quant à lui, a estimé que, en fait, a dit plutôt dans un discours rapporté, un discours de Bratislava, que la probabilité d'un conflit entre l'OTAN et la Russie atteindrait les 70%. Il dit, je cite, « Je parle d'un conflit très large militaire qui pourrait se produire maintenant. Je ne parle pas d'un conflit simplement entre la Russie et l'Ukraine. » Donc, ce qu'il a dit dans un rapport rapporté par Reuters. Aussi, l'ambassadeur russe à l'OTAN, Alexander Krutchko, quant à lui, a fait des avertissements similaires. Il a dit que l'accroissement de l'OTAN dans l'Est pourrait mener à un accroissement des tensions militaires et a rajouté qu'il croit que l'OTAN comprend que d'augmenter les activités militaires en essayant de montrer sa force, donc en essayant d'impressionner la galerie, pourrait mener à des risques sérieux d'incidents militaires. Et je pense que ça vaut la peine de se rappeler que des guerres comme celle du Vietnam, avec les États-Unis et le Vietnam, ont commencé avec des incidents. Donc on se rappelle de l'incident du golfe du Tonkin,
qui est un incident dans lequel supposément un bateau américain avait été attaqué par les forces vietnamiennes. Plusieurs années par la suite, on a réalisé que tout ça était en fait une fraude, qu'il n'y avait en fait jamais eu d'incident du golfe du Tonkin. Il n'y avait jamais eu d'attaque et on a créé une guerre, en fait une guerre horrible, qui a été un très dur coup contre les États-Unis, qui a en fait amené toute une culture du pessimisme, une culture aussi évidemment de guerres unilatérales non nécessaires contre plusieurs nations par la suite. Donc on veut évidemment éviter la même situation, mais la Russie, évidemment, ce n'est pas le Vietnam. La Russie peut se défendre et peut attaquer les États-Unis. Donc, c'est une situation tout à fait différente. Et pour terminer, justement, l'ambassadeur russe à l'OTAN, Grutchko, Alexander Grutchko, continue en disant que la Russie va toujours répondre aux actions de l'OTAN. Et je cite, « Les mesures sont déjà en train d'être prises et seront prises. Elles seront clairement vérifiées et seront basées sur une analyse de ce que l'OTAN fait dans la région. La logique de l'OTAN est largement dictée par les intérêts de l'OTAN même et non pas des intérêts du Conseil de sécurité des nations membres. » Donc un point très important, c'est-à-dire que le leadership de l'OTAN est en train de surpasser la souveraineté des nations membres. Et donc, c'est très important. Il y a le groupe, il y a l'Institut de l'OTAN et les membres de l'OTAN ont tous leur Conseil de sécurité national. Donc, qui répond, en fait, aux élus de ces nations-là. Mais là, l'OTAN est en train de surpasser cette souveraineté des membres de l'OTAN pour, en fait, forcer un conflit, même si les gouvernements des membres voteraient contre cette guerre. Et pour terminer sur cette question de guerre, et j'espère que ce n'est pas trop lourd pour les gens, mais il faut connaître ce type d'événement-là. Il faut être au courant de la véritable dynamique, plutôt que de simplement blâmer les Russes pour tout ce qui se passe, comme on le faisait dans les années 40 jusqu'à dans les années 90. Donc, pour terminer, un discours, en fait, certains extraits d'un discours de Vladimir Poutine, un discours qui a été donné, en fait, au discours annuel à l'Assemblée fédérale de la Russie. Donc, évidemment, qui implique beaucoup de personnes à un niveau très élevé. On parle de plus de 1000 personnes qui étaient présentes dans le Kremlin pour écouter ce discours-là. Dans lequel, en fait, M. Poutine a rappelé un peu les derniers événements concernant le conflit avec l'Ukraine et l'OTAN. Et en fait a parlé de la nécessité, en fait le but des Russes de défendre l'existence de la Russie même. S'il faut avoir les armes en main, il faut le faire. De la même manière qu'on a défendu l'Union soviétique contre Adolf Hitler. Donc Poutine, après avoir justement fait un peu un rappel des événements en Ukraine et en Corée, dit, et je cite, « Bien sûr, nous avons le droit de poser des questions. À quoi a servi la tragédie en Ukraine? Était-il possible ou était-il impossible de résoudre les différents problèmes qui étaient discutés dans un contexte légitime et légal plutôt que d'un conflit où on crée un coup d'État? Et maintenant, on nous dit que en fait, que ce qui s'est passé en Ukraine était un acte compétent avec des politiques égales et que tout le monde devrait, en fait, être d'accord avec ce qui s'est passé en Ukraine et arrêter de poser des questions et tourner, en fait, notre attention. Ça, la Russie ne va jamais le faire, dit Poutine. Il continue en disant, si pour certains pays européens, la fierté nationale ne veut plus rien dire, que c'est un vieux concept longuement oublié, et que la souveraineté nationale n'est qu'un luxe, en fait, la véritable souveraineté pour la Russie est absolument nécessaire pour sa survie. Donc,
Poutine qui donne vraiment un sens où il sait très bien que la Russie est menacée par cette dynamique militaire et d'accroissement de l'OTAN. Et donc Poutine continue en disant, premièrement, nous devons réaliser l'importance de la souveraineté en tant que nation. Je voudrais aussi mettre l'accent sur ceci. Soit nous demeurons une nation souveraine, ou nous nous dissolverons sans laisser de traces et perdrons notre identité. Bien sûr, d'autres pays doivent comprendre cela aussi. Tous les participants à la vie internationale doivent être au courant de ça. Et donc, pour donner aussi un sens, juste un dernier extrait de ça, où il discute justement des sanctions prises contre la Russie. Donc, il dit, je cite, « En parlant des sanctions, ces sanctions-là ne sont pas simplement une réaction un peu infantile de la part des États-Unis et de nos alliés par rapport à notre position concernant la situation en Ukraine, ou ce qu'on appelle aussi la situation de printemps criméen, donc l'annexion de la Crimée à la Russie. » Donc Poutine continue et dit, « Je suis sûr que si ces événements ne s'étaient pas produits, et je veux mettre un point clair là-dessus, si ces événements-là ne s'étaient pas produits, si rien de tout ça s'était produit, les nations qui ont créé le conflit en Ukraine auraient trouvé une autre excuse afin de contenir la capacité de croissance de la Russie. Il aurait affecté un autre pays de la même manière et en aurait pris avantage. La politique d'isolation de la Russie n'a pas été inventée hier. Elle a été menée en fait contre notre pays depuis plusieurs années, en fait depuis plusieurs décennies, si ce n'est pas plusieurs siècles. Pour faire court, quand quelqu'un pense que la Russie est sur le point de devenir trop forte ou indépendante, c'est là où on active ces outils d'isolation. Cependant, en parlant à la Russie dans une position de force est un exercice de futilité. Même quand la Russie a fait face à des problèmes domestiques, comme par exemple dans les années 90 et au début des années 2000. Et en fait, on pourrait élaborer encore, Poutine continue à élaborer sur toutes les déstabilisations de la Russie depuis les années 90, notamment le terrorisme tchétchène. Avant ça, dans les années 70 et 80, le conflit entre la Russie et l'Afghanistan avec les Moudjahidines qui étaient financés par l'Angleterre et les États-Unis. Et évidemment aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, le déploiement plutôt de systèmes antimissiles sur les frontières européennes qui visent en fait la Russie, donc des armes potentiellement nucléaires. Donc Poutine en fait dit tout ça n'a pas marché. Toutes ces provocations n'ont jamais marché contre la Russie. Elles ne vont pas marcher maintenant. On s'est battu contre les nazis. On a perdu 20 millions de personnes durant cette guerre. Donc on est prêt à tout pour défendre notre souveraineté. Évidemment, il faut aussi comprendre que la défense de la souveraineté russe passe non pas simplement par la défense militaire du pays, mais passe par le travail conjoint fait avec le reste des nations du BRICS et les nations environnantes concernant le développement économique. Sans développement économique, la souveraineté nationale n'existe pas, évidemment. Sans ce développement-là, c'est la catastrophe. Et je tiens à terminer avec en fait 2 points très importants parce qu'on parle à notre émission et à nos discours très souvent des nations du BRICS. Et on s'apprête aussi à en fait circuler cette pétition-là en Haïti aussi. Une pétition qui appelle justement aux États-Unis et à l'Europe de laisser tomber leur politique géopolitique et de se joindre à la mobilisation économique des nations du BRICS.
Et pour illustrer justement cette pétition-là, c'est important de parler du récent discours de Mme Elgezep Larouche à Washington, un discours diplomatique dans lequel plus de 100 diplomates, décideurs politiques et citoyens de la nation se sont réunis cette semaine. Donc on parle du 1er, environ le 1er au 2 décembre, durant lequel Mme Larouche, fondatrice de l'Institut Schiller, a fait un discours passionné sur pourquoi les États-Unis doivent joindre le processus du développement, en fait, du pont terrestre mondial mené par la Chine et les nations du BRICS. L'offre faite par le président chinois Xi Jinping aux États-Unis et à l'Europe de joindre ce processus-là, c'est en fait une chance de survie, un bateau de sauvetage pour le monde transatlantique en faillite. Et pour que en fait, parce que si le monde transatlantique actuel continue dans la même direction, on va tomber dans une confrontation avec la Russie et la Chine, une confrontation qui va mener à un danger de guerre nucléaire. Et Mme Larouche a continué en parlant justement du document de base, le blueprint, comme on dit en anglais, pour le développement, qui a été émis par notre mouvement, c'est-à-dire un nouveau rapport, un rapport spécial sur le développement du pont terrestre mondial intitulé en anglais The New Silk Road Becomes the World Land Bridge. Donc la nouvelle route de la soie, qui fait référence là, au développement de l'Eurasie à l'époque entre l'an 800 et l'an 1000 après Jésus-Christ. Donc la nouvelle route de la soie aujourd'hui devient le pont terrestre mondial. Donc Mme Larouche a continué à élaborer sur justement les théories économiques et on peut dire les théories d'économie physique de M. Lyndon LaRouche, dans laquelle sa perspective est basée justement sur un concept scientifique de l'espèce humaine et de son rôle de l'espèce humaine dans l'accroissement de ce qu'on appelle la densité de flux énergétique de l'économie et d'accroître en fait le pouvoir de l'espèce humaine sur la nature et sur l'univers dans son entièreté. Et qu'en fait, il faut souhaiter non pas une dépopulation des pays pauvres, mais en fait un accroissement de la population mondiale et des conditions de vie afin justement de munir l'espèce humaine des armes nécessaires pour son développement à long terme. Donc évidemment, le choix, on a deux choix très différents qui sont en train de se faire sur la planète. D'un côté, comme on disait, la guerre mondiale et de l'autre côté, les nations du BRICS. Et les nations du BRICS et surtout la Chine qui annonce projet après projet. La Chine qui s'implique autant au Nicaragua, dans l'Asie du Sud-Est, sur le continent africain. On a la Russie qui s'implique aussi avec des nations comme Cuba, les nations du sud de l'Eurasie, développement nucléaire avec l'Iran, donc des choses très positives. Et en fait, les Russes ont toujours été et les Chinois aussi ont toujours été un partenaire économique important de l'Europe. Et plus l'Europe tient sa position dure contre ces deux nations-là, plus l'effondrement économique européen va aller de manière très rapide. Donc, j'aimerais terminer avec justement une citation du président chinois, le président Xi Jinping, un discours qu'il a fait récemment lors du 28 et 29 novembre dernier, lors d'une conférence organisée par la direction du Parti communiste chinois, dans lequel il a beaucoup élaboré sur l'avantage d'autrui, qui, comme on le rappelle, comme on a discuté à notre émission, l'avantage d'autrui, qui est un ancien principe, mais qui est un principe universel, qui a été pour la première fois mis sur papier dans le traité de Westphalie, un traité européen de 1648, qui visait à briser la logique impériale de guerre religieuse de l'époque. Donc, pour mettre un terme à la guerre de 30 ans en Europe. Donc, je vous présente quelques extraits. Évidemment, c'est une traduction non officielle, mais qui va donner un peu un sens de ce qui est dit par la Chine et ce qui est défendu par la Chine maintenant. Donc, si vous pensiez, vous connaissiez la Chine, parce que vous saviez que la Chine était une nation communiste, bien oubliez tout ça. En fait, vous ne connaissez pas la Chine tant que vous n'avez pas pris connaissance, en fait, non seulement de ce qui se dit maintenant,
mais aussi de l'histoire de la Chine. La Chine est communiste depuis quoi? Depuis la fin des années 40, début des années 50. Donc, ce qui représente environ une soixantaine d'années. Mais la Chine a une histoire de 5000 ans. Donc 60 ans, c'est un peu plus que 1% de l'histoire de la Chine. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans les 99 autres pourcents de cette histoire-là. Et ce qui se passe aujourd'hui reflète cette histoire-là. La Chine n'a pas toujours été, en fait, a rarement été une nation qui était contre le développement de l'intérêt général de la population. Et donc, en regardant ces citations-là, j'espère vous donner une meilleure idée de ce qui se passe là-bas et des idées qui sont en fait élaborées et du pourquoi les États-Unis doivent joindre cette dynamique-là. Donc, je commence. Donc, voici certains extraits. Donc, j'ai commencé. Et M. Xi Jinping dit: tout en gardant à l'esprit les nouvelles tâches qui devront être entreprises sous de nouvelles conditions, nous avons travaillé avec acharnement pour développer la diplomatie chinoise de manière créative, tant d'un point de vue théorique que pratique, pour mettre de l'avant l'importance globale du rêve chinois et pour enrichir la pensée stratégique du développement pacifique. Nous avons promu la construction d'un nouveau type de relations internationales s'appuyant sur la coopération gagnant-gagnant, mise en avant et suivi une politique consistant à sauvegarder la justice et à poursuivre des intérêts partagés, et défendu une nouvelle vision fondée sur une coopération et une sécurité durable commune à l'échelle globale. Nous avons entrepris la construction de nouveaux modèles de relations entre les pays majeurs, mis en avant et pratiqué une politique de bon voisinage fondée sur l'amitié, la sincérité, l'intérêt mutuel et l'inclusion, ainsi que les contours des relations de la Chine avec l'Afrique, fondées sur la sincérité, la réalisation des objectifs, l'affinité et la confiance mutuelle. Nous devons toujours garder à l'esprit la complexité d'une architecture internationale en évolution, et nous devrions reconnaître que la tendance croissante à l'établissement d'un monde multipolaire ne va pas changer. Nous devrions rester alertes par rapport à la gravité des tensions et des luttes internationales. Mais nous devons également reconnaître que la paix et le développement, la tendance sous-jacente de notre époque, demeurera inchangée. Nous continuons fermement à penser que tous les pays indépendamment de leur taille, puissance et niveau de développement, sont des membres égaux de la communauté internationale et que le destin de l'humanité devait être décidé par les peuples de tous les pays. Nous devrions défendre la justice internationale et en particulier faire entendre la voix des pays en voie de développement. Nous devrions continuer à défendre la stratégie d'ouverture gagnant-gagnant, une approche gagnant-gagnant dans tous les aspects de nos relations extérieures, dans des domaines comme la politique, l'économie, la sécurité et la culture. Et pour terminer, nous devrions renforcer la coopération en vue d'objectifs concrets, travailler activement à la construction de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime du XXIe siècle, travailler fort pour élargir la convergence des intérêts entre diverses parties et promouvoir la coopération gagnant-gagnant grâce à des objectifs concrets. Et voilà en fait un échantillon de certaines idées qui étaient à un certain moment des idées très communes et très respectées par le monde transatlantique en Europe après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et aussi aux États-Unis lors de leur création. Et lors aussi, évidemment, de la politique de l'après-guerre et de la politique avant-guerre avec des présidents comme Franklin Roosevelt, qui a justement présidé à d'énormes réformes pour le bien commun aux États-Unis. Et c'est aujourd'hui maintenant qu'il faut engager les nations, engager les dirigeants politiques de ce monde à aller dans cette direction des nations du BRICS, comme défini par le président chinois, et mettre un terme au danger de guerre mondiale. C'est la responsabilité de tous, et on veut que tout le monde se joigne à cette mobilisation-là des nations du BRICS avant qu'il ne soit trop tard. Donc, comme je disais, on va tout faire là, pour circuler la pétition en Haïti aussi. On a besoin de signatures de politiciens, de gens en fait dans le monde diplomatique.
et pour faire bouger les choses et justement amener les États-Unis à prendre en considération leur rôle pour changer le monde. Car leur décision de joindre les nations du BRICS est en fait l'action qui va mettre un terme au danger de guerre mondiale actuel. Donc je termine là-dessus. J'espère entendre de vos nouvelles bientôt. On se reparle déjà la semaine prochaine. Donc bonne émission à tous, bonne journée à tous.